Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler avec Johnny Lebon de ce qui sait mieux défendre la biodiversité, la nature. Et avec celle qu'il a invitée, c'est Koumsoum Libou, on en parle dans Cosmo Réunionnais. Koumsoum Libou, bonsoir. Bonsoir, Jessie. Bonsoir à Johnny Lebon. Bonsoir. Alors, on parle de quoi ce soir? Alors, aujourd'hui, donc, Johnny Lebon, on ne vous présente plus puisqu'il est déjà venu nous parler de l'environnement plusieurs fois. Et aujourd'hui, on est sur le réchauffement climatique. J'aimerais parler de réchauffement climatique. Alors, on va essayer déjà de définir. On en parle tout le temps. C'est quoi le réchauffement climatique? C'est le réchauffement de notre planète par rapport aux émissions de gaz à effet de serre qu'on émet, nous, depuis ce qu'on appelle l'ère anthropocénique, c'est-à-dire la révolution industrielle de 1850. On s'est rendu compte, les scientifiques se rendent compte, qu'on a un impact évident, de plus en plus marquant sur nos écosystèmes. Alors, normalement, il est dit que cet air chaud qui sort des usines reste sur Terre. Oui, ça reste dans l'atmosphère. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on parlait avant des UV, on parlait de la couche d'ozone, de cette chaleur qui ne peut pas monter et qu'on garde et qui est en train de bouleverser ça met en péril carrément notre survie en tant qu'être humain. Et surtout quand on regarde vers l'Arctique, on voit que la glace fond de plus en plus, que exactement. Même l'ours polaire se retrouve réduit à un morceau de glaçon, à une portion congrue. Ça montre bien que quand on parle de réchauffement climatique, ce n'est pas un fantasme. Non, c'est pas un fantasme, c'est une réalité. C'est-à-dire que on se rend compte que, par exemple, les accords de Paris nous ont demandé de limiter notre réchauffement climatique à 1,5 degré. C'est mort pour ça. Est-ce que de t'interrompre, ça correspond à quoi 1,5 degré? C'est-à-dire l'augmentation de la température de 1,5 degré par rapport aux objectifs que la COP, je crois que c'était la COP 19 ou l'ancienne, les accords de Paris, je ne sais plus quelle COP. Mais par exemple, quand on regarde l'année dernière, on a eu la COP 26 à Glasgow. Quand tu vois qu'à la COP 26, les dirigeants du monde arrivent en jet privé. Tu as Bill Gates, tous les décideurs arrivent en jet privé, ça veut dire que c'est mort. Ça veut dire qu'ils prennent pas conscience, on prend pas conscience. La Terre nous alerte. Par exemple, notre ancien président qui est décédé maintenant, Jacques Chirac, qui disait notre terre brûle, notre maison brûle et on regarde ailleurs. C'est exactement ce qui se passe. Tu regardes les résultats des élections. On a eu 4,7% au niveau écologiste. La priorité des gens, c'est pas l'écologie, alors que ça devrait être la priorité de tout être humain, parce qu'on est vraiment au bord de la 6e extinction de masse. On s'en rend pas compte parce que les choses vont pas disparaître, c'est pas les films catastrophes qui va s'effondrer d'un coup. C'est-à-dire, on va avoir des effets dominos. On regarde la biodiversité, nos écosystèmes, par exemple les biomes. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi les biomes. Les biomes, c'est par exemple les grandes forêts tempérées, les grands déserts. On se rend compte que dans ces écosystèmes, on assiste de plus en plus à une diminution des espèces qui y vivent. Même à La Réunion, on a des espèces qui ne disparaissent pas d'un coup. Quand je parle de réchauffement climatique, on a eu des réchauffements climatiques dans les aires géologiques de la Terre. On a eu des glaciations. Mais là, le souci, c'est que depuis 1850 jusqu'à maintenant, c'est-à-dire à moins de pas 400 ans, on a eu, même pas 200, un petit peu plus de 300 ans, on a eu un impact énorme. C'est-à-dire nos activités risquent même de mettre en péril le fonctionnement géologique même de la Terre. Tu vois. Donc ça veut dire qu'on a des impacts énormes. Juste un mot sur la 6e extinction. La 6e extinction de masse, ça veut dire que, comme je te disais, c'est des effets dominos. C'est-à-dire, quand une espèce va disparaître, ça va entraîner la disparition d'autres espèces parce qu'on est dans ce qu'on appelle des écosystèmes et on est dans une chaîne alimentaire.
Nous, on est au sommet, mais il y a d'autres. Par exemple, il y a les poissons qui mangent quelque chose, le requin mange le poisson. Tu vois, il y a une chaîne alimentaire. Si les insectes disparaissent, par exemple, peut-être qu'on n'aura plus de lézards, peut-être qu'on n'aura plus Voilà, et si par exemple, je prends un exemple très simple, les insectes pollinisateurs. Si les insectes pollinisateurs disparaissent, ben, ça veut dire qu'on aura des graves famines parce que l'agriculture même est basée sur la pollinisation. Les insectes sont les marqueurs de la biodiversité. Donc, si on perd ça, ça veut dire que ça va nous amener vers des crises énormes. Par exemple, regarde en Australie l'année dernière, on a eu des méga feux. Tout de suite après, on a eu de grosses canicules. Après, on peut avoir des glaces, comme tu disais, les glaces fondent. On se rend compte maintenant que le permafrost est en train de fondre. Le permafrost, il y a des gaz qui sont stockés. C'est très dangereux parce que si ça touche l'atmosphère, si ça se libère dans l'atmosphère, c'est bon, ça fait effet domino, c'est irréversible, on ne peut plus revenir derrière. Donc, par exemple, il y a le directeur du Muséum naturel d'histoire naturelle qui s'appelle Bruno David, il a écrit justement à l'aube de la 6e extinction de masse, comment habiter la Terre. Et dans tout ça, il dit que nos impacts de tous les jours, le fait de manger par exemple, très simplement, on est dans une mondialisation. Moi, je suis altermondialiste. J'ai déjà dit que je suis anti-mondialisation. Je prône ce qu'on appelle la localisation et la saisonnalité. Juste dans le manger, par exemple, on achète de plus en plus de bœuf ou de produits qui viennent de l'extérieur. Vous voyez qu'on est complètement dépendant. Voilà, du Botswana. Ben, pourquoi ne pas faire en sorte qu'on prenne des choses qui viennent de notre pays, alors de prendre des choses qui viennent de l'extérieur et dont l'impact carbone est énorme? Parce que nous sommes dans une économie de marché. Et que nous irons toujours acheter là où c'est moins cher pour que le revendeur fasse le maximum de bénéfices. Et il n'y a rien d'exceptionnel. On n'a rien inventé. Si, on a inventé le modèle. L'économie de marché. Le modèle l'ultralibéralisme. Ça, c'est nous qui l'avons inventé. C'est clair. Bien sûr, on va acheter au Botswana de la viande à, par exemple, 2 ou 3 euros le kilo, qu'on va revendre à 15 ou à 20 euros le kilo. C'est juste ça. C'est de la spéculation. On va acheter à Madagascar, on va acheter en Afrique, on va acheter en Asie, là où la main-d'œuvre est moins chère, donc le coût de revient est moins élevé, pour pouvoir faire la culbute au niveau de la. Quand je te parle de la localisation, c'est justement travailler avec les pays de la zone. Pourquoi, au lieu de faire venir des choses qui viennent de l'Union européenne ou de l'Asie, on ne peut pas travailler avec les pays émergents de la zone? On peut travailler avec l'Afrique, on peut travailler avec les Comores, on peut travailler avec les Seychelles, on peut travailler avec Madagascar. C'est la relocalisation et surtout... C'est une erreur. Cette vision-là est une erreur, non pas au départ. Au départ, c'est une bonne chose. Mais à l'arrivée, regardez la Chine. La Chine, tout le monde allait s'installer, allait se délocaliser en Chine. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, je ne parle pas de délocalisation, je parle de localisation, justement. Le coût de revient, le coût de main-d'œuvre en Chine est passé de 80 euros en quelques années à 500 euros. Donc, d'un coup, ça n'avait plus d'intérêt d'aller produire en Chine. Et quand on parle de délocalisation, c'est qu'on allait là où ça coûtait moins cher de produire et de pouvoir avoir le meilleur bénéfice. Moi, je suis partisan de ce qu'on appelle l'économie circulaire, la proximité. L'économie circulaire ne peut pas, pour des hommes comme Bill Gates, comme justement, c'est parce Elon Musk, comme qu'est-ce qu'on peut encore annoncer? J'avais dit Bill Gates déjà. Oui, c'est parce que c'est 1% de la population, 1% de la richesse mondiale, c'est-à-dire dans la main. Toute la richesse mondiale est dans 1% de la population. Ça veut dire que nous, 99%, on subit ce que les 1% nous font subir. Et Elon Musk, l'année dernière, pointait à plus de 200 milliards de richesses pour lui. D'accord? Ces gens-là ne cherchent pas à faire du bien aux autres ou à la terre. Ils cherchent à gagner de l'argent. C'est ça, il faut qu'on sorte de ce modèle-là parce que, comme je te disais, on est au bord de la 6e extinction de masse. Mais comment peut-on les obliger à ne pas gagner de l'argent? C'est à nous de faire autre chose. Par exemple, le GIEC. Tu sais, le GIEC, c'est Groupement international des experts du climat. Donc, ils ont sorti un rapport là, 2022, qui dit qu'on a 3 ans pour inverser notre courbe des émissions de gaz à effet de serre. C'est très court. C'est très court, c'est impossible. Avec l'inaction climatique qu'on a eue sur les dernières années,
on est déjà dans le mur, on vit déjà à crédit de toute façon au niveau de la terre. De toute façon, que ce soit la Chine ou la Russie, ça m'étonnerait qu'ils aient envie de changer leur économie aujourd'hui. Tu vois, et je soulevais aussi la dernière fois un problème, c'est-à-dire le gros souci, c'est la démographie mondiale. Parce que même si, moi je suis partisan de ce qu'on appelle la décroissance, donc j'ai déjà dit, décroître pour pouvoir survivre, pour pouvoir sauvegarder l'espèce humaine et l'environnement. Parce que, par exemple... C'est-à-dire faire moins d'enfants, avoir moins de population. Tout à fait. Faire moins d'enfants, consommer moins, réfléchir sur notre consommation de viande, essayer de moins manger de la viande, essayer de ne pas changer de portable tous les 3 ans, moins de tous les 3 ans, essayer de ne pas changer son ordinateur tous les moins de 8 ans. En fait, il y a des préconisations comme ça du GIEC qui montre qu'à chaque niveau, en fait, c'est une prise de conscience individuelle qui va amener une prise de conscience collective. C'est à chaque personne de prendre conscience qu'on a possibilité, à notre moindre niveau, de faire quelque chose pour la planète. Oui, peut-être à notre niveau, mais quand on nous programme, par exemple, notre machine à laver à 5 ans... L'obsolescence programmée. Voilà. Quand on nous le programme, comment vous voulez faire? Tout à fait. On ne peut pas revenir à... Tu sais ce qu'on va faire? C'est qu'on peut travailler sur les économies. Quand je te parle d'économie circulaire, on peut travailler sur les ateliers réparation. Par exemple, il y a Réparali. Tu as une machine à laver qui est en panne. Au lieu de racheter une machine neuve, tu vas dans un centre, on va dire, entre parenthèses, technique, où des gens sont qualifiés et qui pourraient, avec d'autres pièces, remettre ta machine sur la route. Oui, je veux dire, pourquoi travailler absolument remettre du neuf? Ça va dépendre. Oui. Ça va poser un problème aussi à ce niveau-là, pour le consommateur. C'est que si la réparation coûte aussi cher qu'une machine neuve, c'est là le problème. C'est que on n'a pas on n'a pas la notion des parts. De dire que on veut bien faire réparer, mais si ça coûte pas, justement, c'est un travail à faire à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut que le réparateur, il joue le jeu. C'est-à-dire qu'on arrête dans la spéculation. Oui. Regarde là, par exemple, la crise en Ukraine. On nous dit qu'il n'y a pas d'huile. Il y a de l'huile à La Réunion. Il y a de l'huile à La Réunion. Ça, c'est une évidence même. Je veux dire, il faut dire les choses comme il est. C'est de la spéculation financière pour obliger les gens à avoir l'impression de manque pour pouvoir augmenter les prix. Donc ça, c'est dégoûtant. D'ailleurs, les Occidentaux ont annoncé qu'avec la guerre en Ukraine, ils allaient puiser dans les réserves. Alors que c'est une fausse idée. Oui, bien sûr. L'Irak a gagné plus d'argent en ce début d'année que l'année dernière. Parce que 8 milliards de carburant vendus. Oui. Justement, c'est parce que on est dans une économie extractive, on est dans un modèle de productivité qui ne voit que la croissance et l'économie. C'est-à-dire, comme tu disais, le fait de détruire les ressources, ça fait le bien des multinationales parce qu'eux, ils sont toujours gagnants. C'est comme cette guerre. Cette guerre a permis de quoi? L'armement. L'industrie de l'armement, ils s'enrichissent. Voilà. Le lobbying, la mafia russe, ils s'enrichissent. Il y a franchement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est loin d'imaginer les interconnexions qu'il y a dans le modèle mondialiste entre tout ce qui se passe et tout ce qu'on nous montre. Et tout ce que la réalité est complètement différente de ce qu'on veut nous montrer. Mais Johnny, le consommateur, il a l'impression que face à tout ça, on est impuissant. C'est un aveu d'impuissance. C'est le consommateur de prendre conscience qu'il doit diminuer sa consommation. Au contraire, si le consommateur se pose et réfléchit, il voit qu'il a un pouvoir bien énorme. Sûr. Mais il inverse. Ce pouvoir-là, il le donne à ceux qui le nourrissent. Bien sûr. Il croit toujours qu'il dépend, parce qu'il aime ça, il veut toujours avoir son riz, son bon curry, ses bons plats. Il croit toujours qu'il dépend de ceux qui le fabriquent. Non. Le jour où il s'arrêtera de manger, eux arrêteront de fabriquer. Bien sûr. C'est là où il n'y a pas de prise de conscience. On veut toujours vivre sur ces acquis-là. Bien sûr. Aujourd'hui, on est dans une société de consumérisme, et on veut toujours manger. Toujours plus, consommer. Donc mais on donne à l'autre le pouvoir. On donne aux riches le pouvoir sur les plus modestes. Moi, je disais la dernière fois, j'ai été invité par Alain Bled, qui est souvent sur votre plateau, qui est sur Radio Sud Plus. Je disais, on a le choix entre réfléchir
à une décroissance voulue. Quand je dis décroissance, ça ne veut pas dire revenir à la bougie, revenir à la carriole. C'est-à-dire, on réfléchit comment diminuer nos impacts sur l'environnement pour pouvoir survivre. Si on ne réfléchit pas à une décroissance réfléchie, on aura une décroissance subie. C'est-à-dire que le climat, quand il va s'emballer, ça va, je veux dire, l'essence, si par exemple demain matin vous avez un litre d'essence à 5 €, on aura des guerres sociales, les gens vont se taper dans la... Surtout qu'on est une île volcanique. C'est là où l'individu ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas au pouvoir qu'il a sur le marché. Le jour où il s'arrête d'acheter de l'huile, là, si la bouteille coûte 4 ou 3 €, la bouteille, le prix descendra. Bien sûr, c'est l'offre et la demande. C'est aussi simple que ça. Quand ils vont se disputer, se batailler dans les grandes surfaces pour avoir 3 bouteilles d'huile, demain, si on met le prix à 5 € là, ils achèteront quand même. Alors que si personne n'achète, à un moment donné, on mettra ça en solde. Tu vois, par exemple, pour revenir sur le réchauffement climatique, il y a des études qui sont sorties qui disent que d'ici 2040, à La Réunion, on risque d'avoir plus 3 degrés. Et Météo France a fait des prévisions sur 2070. Donc, c'est loin un peu. Enfin, c'est loin. À l'échelle géologique, c'est rien. C'est rien. Mais à l'échelle d'une vie humaine, 2070, ça nous ramène à 50 et quelques. On sera vieux. Ou peut-être on sera plus là, quoi. Donc, ça veut dire que un tiers de notre biodiversité risque de disparaître. Nos littoraux. Par exemple, tout le littoral de Bel-Air, Sainte-Suzanne, le littoral de Saint-Louis, quand on a des effets vagues en juillet-août, quand on a l'hiver austral, on a des vagues qui rentrent. Donc de plus en plus, on sera amené à subir ces impacts. Après, moi je dis, il faudrait inscrire dans la Constitution, le fait de toucher à la nature devrait devenir ce qu'on appelle un écocide. On touche à la nature, on est puni pénalement, au même titre que quelqu'un qui va dans un supermarché et qui vole une boîte, il risque de prendre de 2 mois, alors que les personnes qui sont en col blanc et qui sont destructeurs de biodiversité, destructeurs du vivant, qui mettent en péril même notre existence sur Terre, ceux-là, ils se pavanent sur les plateaux, ils se pavanent partout, ils s'enrichissent, c'est normal, et ils détruisent les ressources. Qui font les lois? Ce sont les cols blancs. Malheureusement. Ils ne vont pas faire une loi pour se mettre en prison. Oui. On a vu notre littoral avant Saint-Gilles, à Rochenoir, vous vous souvenez? Bien sûr. Rochenoir, c'est flagrant, parce que il y a quoi? Il y a 30 ans que Rochenoir, on allait se baigner encore. Ça évolue vite, et tu sais, il y a un philosophe justement qui s'appelle Michel Serres, qui est décédé il y a quelques années. Il a fait une déclaration, au même titre que Déclaration des droits de l'homme de 1789, on devrait inscrire dans la Constitution la Déclaration des droits de la nature. Après, tu vois, là, par exemple, si je regarde le dernier rapport du GIEC, si on a 4 degrés, imagine que d'ici 2040, 2050, on n'arrive pas à limiter notre impact au niveau gaz à effet de serre, qu'on ait 4 degrés, 75% de la biodiversité africaine disparaît. C'est énorme. Après, ça pose des problèmes, ça va poser des problèmes au niveau des réfugiés climatiques. Les gens déjà à Madagascar, regarde, il y a des endroits où les gens pas à manger. L'année dernière, ça faisait mal au cœur de voir ça. Les gens mangeaient de la raquette, des feuilles de raquette pour pouvoir survivre. Ça va amener des déplacements de population. Ça va créer des conflits sociaux parce que les gens vont se taper dessus parce que s'il n'y a plus de nourriture pour tout le monde. En Afrique, on est déjà dans des schémas de guerre de l'eau. Et bien tout ça, c'est nos impacts à nous en tant qu'être humain. Donc ces chocs climatiques qui vont nous tomber dessus amènent déjà au niveau de l'être humain une prise de conscience, ne serait-ce que dans le subconscient. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ce qu'on appelle d'éco-anxiété. C'est-à-dire on n'est plus comme avant maintenant. Avec toutes les crises qu'on a subies, la crise Covid, la guerre en Ukraine, la crise des Gilets jaunes au début du mandat de M. Macron, toutes ces crises ont fait que les gens se doutent de l'avenir, doutent pour leurs enfants, se disent quel avenir on va laisser pour nos enfants, quelle terre on va laisser pour nos enfants, est-ce qu'on va laisser une terre viable pour les générations futures. Donc, moi je dis par exemple, il faut que on arrive à prendre conscience que on peut plus continuer dans ce schéma. On peut plus, on est arrivé au bord de notre schéma. Tu vois, toutes les sociétés du Moyen-Âge et tout ça, les Mayas, les Aztèques, quand ils se sont effondrés, c'est qu'ils sont arrivés à la limite
de leur système. Et là, on est arrivé, à mon avis, à la limite de notre système. Mais en tout cas, s'il nous reste que 3 ans, on n'a plus le choix que d'aller à la fin donc, de ce système. Et qu'est-ce qui nous attend après? Si on n'arrive pas à changer, on aura... La disparition de l'homme. À long terme, on risque d'avoir la disparition de l'être humain, oui. Parce que, la résilience des écosystèmes, les écosystèmes, ils n'ont pas besoin de nous. Regardez pendant la crise Covid, on a eu des dauphins dans le port. Quand on a eu le confinement, les animaux revenaient dans les villes. À Paris ou dans des grandes villes, il y avait je crois qu'on avait des cerfs ou des sangliers qui sont revenus. Parce que la nature, elle n'a pas besoin de nous pour vivre. Par contre, nous, on a besoin de nature pour survivre. En fait, c'est ça, c'est que l'homme, là, il faut qu'on arrive à sortir de ce schéma où on se dit dominant-dominé. La nature, on devrait être à égalité. En fait, nous, comme je disais la dernière fois, nous sommes la Terre et la Terre, c'est nous. On ne peut pas être dissociable des autres choses qui nous entourent. Si quelque chose, sans s'en rendre compte, par exemple les abeilles disparaissent, ça met en péril notre événement même. Et tu vois, quand on regarde dans le monde, il y a plein de signes d'alerte qui nous disent, on a eu des méga-feux en Australie, comme je disais, on a eu les canicules, la crise Covid par exemple. La crise Covid, c'est probablement une des conséquences de la déforestation et de la mondialisation. Déforestation pourquoi? Quand on déforeste, imagine tu as un carré de forêt ici. Dans ce carré de forêt, tu as un écosystème qui vit. Tu as des micro-organismes, tu as ce qu'on appelle des agents pathogènes, tu as des zoonoses. Donc ces zoonoses, quand la forêt est déforestée, donc ils se rapprochent de l'être humain. Et c'est là qu'ils rentrent en contact avec les vecteurs. Ils sont des vecteurs qui vont rentrer en contact avec les animaux domestiques, les animaux domestiques et nous. Donc ça amène de nouvelles maladies qui vont nous impacter dans le futur. Des maladies qu'on est loin d'imaginer. Après, pourquoi je dis que la crise Covid, c'est une conséquence de la déforestation et de la mondialisation? Le premier cas de Covid, il est arrivé en mars 2020 ici, parce que ça venait un monsieur est allé en Afrique du Sud, il a voyagé, il est venu. Donc s'il n'y avait pas la mondialisation, on aurait été moins impacté. La grippe espagnole qui nous a touchés en 1919, c'est les conséquences de la mondialisation. C'est-à-dire, c'est un bateau qui est arrivé à La Réunion dont les terres dans les cales du bateau étaient contaminées par un virus. Et donc, ça a décimé une partie de la population. Donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à réfléchir pour se dire, c'est pas se refermer. Je suis pas dans un protectionnisme total, mais par contre, il faut qu'on réfléchisse à moins échanger loin. Par exemple, à titre personnel, moi, je prends plus l'avion. Je prends plus l'avion. Ça fait un moment que j'ai arrêté de prendre l'avion. Pourtant, j'ai une fille qui est en Guyane, s'est fait 4 ans qu'elle habite à Cayenne. Et moi, je pars pas là-bas parce que, à titre personnel, comme je t'ai dit, moi, je me sacrifie un peu. C'est-à-dire, j'ai pris conscience peut-être avant les autres que si on continue comme ça, de toute façon, on est perdu. On est perdu. On peut plus continuer dans ce modèle-là. Merci, Johnny Lebon. On a déjà dépassé de 2 à 3 minutes le temps qui nous a imparti. Quand c'est bon, il passe vite. Merci également à Koussoum Libou. On va marquer juste un petit pause. On va juste monter ça. Donc, Chasseur de guêpes de Johnny Lebon. Donc, dedans, il y a quelques larves qu'il a mis pour vous. Merci, Johnny Lebon. On va marquer une pause et on se retrouve juste après.